on y va aujourd'hui pour une vidéo présentation des tarots. Il y a encore quelques temps, il y a 1 an environ, je faisais régulièrement des vidéos quand je recevais des nouveaux jeux de tarot. Et en général, tu pourras retrouver, déjà il y a une playlist qui existe, et chacune de ces nouvelles vidéos portait le nom de tout le blablabla tarot. Et je détaillais absolument toutes les cartes qu'il y avait dans ce tarot-là. Depuis, j'ai arrêté. Le dernier jeu que j'ai présenté comme ça de façon intégrale, c'était le Children of Lisa. Attends. Qui est là, qui était celui-ci, que j'ai présenté vraiment de façon intégrale. Ça fait environ 1 an que je l'ai présenté. Je crois que c'était en automne dernier. Et donc voilà, c'était le dernier jeu comme ça que j'ai parcouru intégralement. Donc j'ai fait découvrir vraiment la perspective de l'auteur, etc. D'ailleurs, c'est un jeu c'est un de mes jeux chouchous, vraiment, celui-là. Depuis, bien sûr, j'ai poursuivi sur la chaîne YouTube, mais j'avais d'autres choses à dire, j'avais des choses peut-être plus didactiques. Je vous ai présenté brièvement des jeux qui sont arrivés. Si tu me suis sur Instagram, tu as sans doute vu justement des jeux qui sont arrivés dans ma collection, dont je me suis mis à parler au fur et à mesure, dont j'ai montré des tirages, mais sans qu'il y ait forcément une vidéo YouTube exprès pour ça. J'ai arrêté en fait ce format de montrer le jeu carte après carte parce que je me mettais une espèce de pression dès que je recevais un jeu en mode « Oh là là, je dois présenter le jeu ». Limite, je ne m'autorisais pas vraiment à manipuler le jeu avant de le présenter. Du coup, ça mettait une pression en plus sur le fait de découvrir les jeux. J'avais pas envie de vivre cette pression-là, en fait. J'avais juste envie d'être un petit peu plus dans le flow que ça. Mais là, honnêtement, je suis un peu dans une réflexion en général sur l'intégralité de mon contenu sur YouTube. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu besoin de ton aide, j'ai besoin de ton avis là-dessus. Je me suis demandé des fois si j'allais juste continuer ou pas, tu vois, le contenu YouTube. En fait, j'ai vraiment envie de continuer, j'aime bien. Je m'interrogeais aussi sur le fait de poursuivre le format vlog, parce que j'ai fait un vlog dernièrement et honnêtement, je me suis vraiment éclatée à le faire, donc j'avais bien envie de reproduire l'expérience. J'ai vraiment adoré faire ça. Ça me permettait aussi, moi, tu vois, d'être au clair et d'être au clair sur ce que je voulais communiquer auprès de mon audience. Donc voilà, il y avait quelque chose de très dynamique là-dessus. J'ai aussi cette idée ici de venir peut-être plus papoter pour répondre à des questions qui me sont posées, ou en tout cas qui me sont posées de façon régulière, ou peut-être, tu vois, limite des points d'interrogation chez certaines personnes, et moi, je peux peut-être aider, soit avec tout ce que j'ai en formation, en expérience, etc., soit aussi aider directement avec les cartes de tarot, en tirant des cartes de tarot. Donc c'est des pistes d'idées que j'ai. Et du coup, j'ai eu envie de mettre en place une boîte à questions, c'est-à-dire vraiment un formulaire pour recueillir vos questions. Je t'ai mis le lien en dessous parce que je suis assez curieuse de voir quelles questions vont revenir régulièrement, si c'est des questions très détaillées à propos d'un problème que tu as dans ta vie, ou bien si c'est juste des questions en général du style « Quel est le jeu que tu conseilles pour du shadow work ?» par exemple, tu vois, ce genre de questions. Bref. J'ai créé cette boîte à questions, tu peux aller voir en dessous et j'aimerais créer des vidéos par rapport à ça. Donc tu peux mettre des questions qui vont toucher bien sûr à l'utilisation du tarot, on est là pour ça quelque part. Tu peux poser des questions sur ta vie spirituelle en général, tu peux poser des questions sur des projets de vie que tu veux mettre en place et là où moi je pourrais peut-être t'aider. Et je vais répondre selon mon cœur, selon mon expérience et selon éventuellement des cartes de tarot si je sens que j'en ai besoin. Donc c'est un petit peu une sorte de tarot coaching ici sur YouTube et de façon publique. Les questions resteront bien sûr anonymes. Mais bref, là la vidéo que j'avais envie de faire en tout cas, c'était une review générale sur les jeux que j'ai acquis durant plus d'1 an. Et j'ai fait qu'une seule review assez approfondie, c'était sur le seul oracle qui a rejoint ma collection depuis 1 an, qui est le Star Codes Astro Oracle. Je te mets le lien de la vidéo en dessous, là aussi. Et du coup, j'ai fait ma liste, comme tu vois, il y a pas mal de tarots. Je vais te présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tarots. Mais en fait, ma bibliothèque ne s'est pas vraiment agrandie parce que j'ai aussi donné beaucoup de jeux de tarot. Il y a d'ailleurs 1 ou 2 jeux qui ont dû entrer et sortir quasi immédiatement. Donc voilà, tu vois, c'est pas forcément, ok, il y a 9 jeux que je dois te présenter, mais pour autant, ma collection n'est pas forcément beaucoup plus agrandie. Là où j'ai donné en fait beaucoup de jeux de tarot, et là aussi où j'ai reçu des jeux de tarot, il y a 2 jeux de tarot que je vais te présenter qui ont été, que j'ai récupérés sur l'expérience tarot. L'air des retraites tarot que j'organise lors de l'expérience tarot, qui est le nom de ma retraite tarot.
Je propose aux gens de ramener les jeux de tarot dont ils ne veulent plus. J'amène moi aussi les jeux de tarot dont je ne veux plus. Ça me permet comme ça de les confier à l'adoption, de faire... Parce qu'en général, c'est toujours des jeux de tarot que j'aime, avec lesquels j'ai travaillé, mais tu vois, j'ai un peu changé d'énergie. C'est plus franchement dans l'air du temps pour moi. Et du coup, je préfère qu'ils soient vraiment bien utilisés dans une autre maison. Et du coup, je propose au moment de l'expérience tarot de pouvoir faire ce système d'échange ou de don ou d'achat. Ça, je m'en fiche un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, à propos de l'expérience tarot, je dois t'annoncer que les places pour la retraite de février sont ouvertes. C'est une expérience suivie, donc il y aura effectivement 3 jours en présentiel, mais sinon c'est une expérience tarot qui durera 4 semaines, avec vraiment un groupe dédié de 22 personnes au grand maximum. J'ai réuni en fait dans cette nouvelle expérience tarot ce que j'appelais avant le niveau 1, qui est vraiment le fait d'apprendre une méthode de libération énergétique avec le tarot et où on pratique également des libérations extrêmement puissantes en groupe. Et j'ai réuni ça avec le niveau 2, ce que j'appelais auparavant le niveau 2 de l'expérience tarot, qui est vraiment ces libérations appliquées sur les niveaux transgénérationnels et aussi un entraînement à la consultation si les libérations énergétiques avec le tarot, c'est quelque chose que tu veux offrir soit à des proches, des gens que tu aimes, soit directement de façon professionnelle. Il y a une retraite qui a lieu en présentiel en février à Troyes et il y a 2 semaines plus tard une retraite virtuelle, donc là où on se retrouve en groupe mais en ligne. En plus, il y a 2 lives de soutien, questions-réponses, ajustements, partage d'expériences qui vont être organisés et il y aura un groupe WhatsApp d'échange que j'animerai moi-même. Et bref, si tu veux toutes les informations, si tu veux les dates précises, si tu veux la façon de s'organiser, de toute façon, je te mets le lien en dessous et tu vas checker tout ça. Et là maintenant, je vais te montrer chacun des jeux, mais attention, je ne vais pas te montrer toutes les cartes. Je vais un petit peu fouiller, je vais te dire ce qui me marque, je vais te dire ce qui ne me marque pas, je vais te dire comment je l'emploie, bref. Ah oui, et je voulais vraiment faire un point aussi, parce qu'il y a des questions que vous me posez, surtout sur Instagram, auxquelles je ne peux pas répondre. La première question qu'on me pose, mais extrêmement régulièrement, je crois que c'est 5 fois par semaine qu'on me pose la question, c'est quel est le jeu que je dois acheter, par quel jeu commencer, et punaise, mais je n'en sais rien du tout, parce que en fait, effectivement, choisissez un jeu qui a l'air un peu simple d'accès, mais en fait, je remarque que moi, j'ai beaucoup appris le tarot avec le tarot The Wild Unknown, qui a été traduit maintenant dans le tarot des mondes secrets et inconnus. Et je remarque que c'est un jeu qui ne convient vraiment pas à certaines personnes, tu vois. Donc, honnêtement, si tu es sur mes formations, tu vas sur le groupe Facebook, tu peux échanger avec d'autres personnes. Tu peux aller sur Instagram et là, tu peux voir plein de tarots différents. Quand tu vois un tarot sur lequel tu accroches, tu demandes à la personne quel tarot c'est, tu vas fouiller un peu plus sur Google, etc. Mais moi, il n'est pas possible déjà que je connaisse tous les jeux de tarot. Ensuite, il y a une grande partie des jeux de tarot qui, moi, ne me plaisent pas, avec lesquels j'accroche pas. Mais toi, il est très possible que tu accroches super bien avec ces jeux-là et que ça va te transporter vraiment dans ton apprentissage. Donc, je ne me permets pas de donner le conseil du tarot à employer, mis à part le Rider-Waite-Smith tout simple, qui effectivement peut se présenter comme un jeu de référence, mais qui sera peut-être pas ton jeu de cœur. Et aussi, l'autre question que vous me posez, mais tellement souvent, et là aussi je ne sais pas quoi répondre, vous me demandez, est-ce que le jeu truc, il est bien? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on me prend parfois pour une espèce d'encyclopédie du tarot. La plupart du temps, je ne connais pas le jeu dont vous me parlez. Et ensuite, quand je le connais, des fois, je ne l'ai pas chez moi, je ne l'ai pas étudié à fond, il ne m'intéresse pas plus que ça. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Il faut se dire aussi qu'il y a certains jeux que je vois passer et directement, je sais que ça ne va pas forcément coller avec ma personnalité. Directement, je sais que franchement, ça me plaît pas trop. Et du coup, je vais pas approfondir le truc, mais allez-vous approfondir le truc si ça vous plaît? Je vous donne un exemple avec des tarots que beaucoup de débutants apprécient et beaucoup de confirmés aussi apprécient parce qu'il y a quelque chose apparemment de fluide ou qui leur plaît ou qui résonne avec leur énergie. C'est le tarot Histoire de sorcière qui est quand même très explicite, qui semble assez simple d'accès. Et le Light Years Tarot qui est très lumineux, qui est assez New Age, qui est très moderne aussi. Alors ces 2 tarots qui ont un succès monstrueux, comme tu vois, je ne te les présente pas, ils ne sont pas dans ma bibliothèque, je ne les apprécie pas, pour moi ça ne matche pas avec moi, mais c'est pas non plus des tarots que j'ai envie de te déconseiller. Et du coup, quand vous arrivez en me demandant Histoire de sorcière, c'est bien, je dis, écoute, franchement, le jeu, j'aime pas du tout. Mais par contre, va voir des personnes qui l'utilisent, va voir comment toi tu résonnes avec les cartes. Et
éclairci le chemin pour toi de ce côté-là. Moi, je peux pas dire ce qui te plaît ou non. C'est comme si tu me demandes, est-ce que Margot, est-ce que moi j'aime la raclette ou est-ce que j'aime les choux de Bruxelles? Je n'en sais rien, c'est à toi de tester. Les deux premiers jeux que je te présente ici, c'est le New Immortals Tarot et le Three Trees Tarot. Enfin, ça c'est l'édition. Et puis le tarot, c'est Oak, Ash and Thorn. Les deux, pourquoi est-ce que je les présente ensemble? Tout simplement parce que c'est des tarots qui sont issus de Kickstarter. Je commence par le New Immortals Tarot de Madeleine McLaughlin. J'avais eu une grande affiche avec des cartes postales du diable. Enfin, tu vois, il est numéroté. Alors en fait, ici, les suites sont représentées par 4 énergies différentes. Les premières, tu vois, c'est les coupes qui sont plutôt en mode heure du thé en Angleterre. On va dire ça comme ça. C'est plutôt le monde britannique et plutôt le monde européen en général. Les bâtons, donc représentés par des bâtons et un monde plutôt forestier, ce qui est assez normal, c'est le côté amérindien. Là, on a les deniers et là, on est plutôt sur Afrique noire, tu vois, avec des dessins très ethniques issus d'Afrique. Là, on est encore sur les coupes, là, on est encore sur les coupes, là, on est encore sur les bâtons. Ça me permet un petit peu de te montrer. Et les épées, c'est le Moyen-Orient, le monde arabe, tu vois, avec les couteaux très, très, très fins, là, et les fresques très florales. Je t'en montre encore quelques-uns. Là, on est sur des deniers et les arcanes majeures, comme tu peux le voir ici, ce sont des collages, c'est à base de collages, et ça va être souvent un mix un petit peu des 4 univers. J'aime beaucoup les arcanes majeures, j'aime beaucoup l'aspect, mais alors complètement déjanté de ce jeu. Franchement, il est quand même très très original. Par certains côtés, il est hyper doux, je veux dire, le monde des coupes, là, tu vois, je le trouve très très doux. Et certaines cartes sont dures, sont extrêmement dures. Je vais un petit peu feuilleter tout ça, et puis je m'arrête sur les cartes qui me paraissent importantes. Regarde-moi cet as de denier. Le pendu, je le trouve assez fantastique dans ce jeu. Le diable, qui est le charmeur à la mandoline. La tour, c'est une des tours les plus douces que j'ai dans mes jeux. La reine d'épée. Je me dis qu'elle vous plaira. La mort, je l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos, mais c'est la seule mort dans tous les autres jeux, je pense, qui me fait vraiment littéralement frémir d'horreur. Les amants. Je sais pas si t'aimeras ou si t'aimeras pas parce que c'est largement en décalage par rapport aux autres cartes de ce jeu. Le mode funky funky. La reine de denier pour celles qui aiment bien la reine de denier. L'impératrice, je trouve qu'elle est magnifique. Je sais pas, la peinture originale, qui est-ce que cette reine représente? Je sais plus si ça doit être Cléopâtre, je ne sais pas si c'est Circé d'ailleurs. Si tu as la réponse et la référence pour cette peinture, je suis preneuse. Par contre là ici, tu vois, je suis moins fan des personnages des bâtons. La reine de bâton, je suis pas spécialement fan, le roi de bâton non plus, alors que c'est des personnages de la cour avec lesquels j'accroche plutôt super bien d'habitude. Là, il me laisse un peu froide. La justice. En fait, la justice m'a particulièrement marquée parce que, franchement, je crois que c'est... je me demande si c'est pas la décapitation de Marie Stuart, reine d'Écosse. Et en fait, quand je vivais encore à Londres, j'allais à la National Gallery. Et ce tableau est dans la National Gallery. Et j'ai arrêté devant. Il est magistral. Il prend tout un mur, le truc là. Et en fait, c'était un tableau qui m'avait particulièrement marqué par à la fois son côté morbide et à la fois par sa grâce. Et du coup, j'aime beaucoup cette carte de la justice. Par contre, Tempérance, c'est assez moche. Enfin, je l'aime pas. Je l'aime pas dans ce jeu-là. Bof. Le roi d'épée, par contre, franchement, c'est le genre beau gosse badass roi d'épée, quoi. Regarde l'as de coupe. Ah oui, ce que je t'ai pas dit aussi, je le vois maintenant dans mon jeu. Le jeu est fourni avec d'autres cartes d'oracle. Alors déjà, il y a des cartes vides sur lesquelles toi, tu peux marquer tout ce que tu veux. Et en fait, là, c'est les 9 muses de la mythologie grecque. Je les ai pas inclus dans le jeu, elles sont très très belles, elles sont très très jolies. Mais en fait, je pense que tout simplement, j'ai pas trop su quoi en faire par rapport à mon usage du tarot. Mais ceci dit, si toi ça t'intéresse, voilà. Ah, je ne vais pas te dire où est-ce que tu peux commander ces jeux. Il y en a certains qui sont devenus mainstream et qui sont par exemple sur Amazon. Il y en a qui sont restés assez confidentiels. Du coup, je te réfère à la boutique
du roi de coupe qui peut se fournir de temps en temps directement chez les artistes qui créent les jeux. Des fois, tu vas aller directement sur le site des créateurs pour voir si c'est encore disponible. Mais voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Je ne suis moi-même pas fournisseuse de jeux, donc je m'en tiens à la présentation, moi, du jeu. Ensuite, le Oak, Ash and Thorn que je te montre ici. Alors, je vais pas... Là aussi, c'est un jeu de tarot dans lequel tu trouves aussi... Je te montre ça tout de suite parce que je ne vais pas détailler. Alors bon, il y a des cartes d'explication et il y a des cartes d'oracle avec. Voilà. Et que je n'ai pas utilisé. Mon petit mot, le certificat d'authenticité que j'ai reçu parce que j'ai commandé sur Kickstarter. J'ai eu le numéro 151. Donc voilà pour le détail sur la réception du jeu. Et sinon, le Oak and Thorn que tu as sûrement déjà vu, qui plaît beaucoup en général. Et qui est, enfin je veux dire, c'est devenu une espèce de nouvelle référence dans le monde du tarot parce qu'il est très apprécié. Très honnêtement, les images comme tu le vois sont très jolies, sont très forestières, sont très... Tu vois, limite, il y a un petit côté nunuche des fois qui peut sembler apparent dans ce jeu-là. Je trouve pas, mais voilà. Mais en fait, ça se fait passer pour un jeu pour débutants et je trouve que ce n'est pas un jeu pour débutants. Je trouve qu'il est plus compliqué à lire qu'il ne paraît de prime abord, que les détails sont cachés, que l'énergie retranscrite par les espèces de personnages animaliers est aussi peu visible à première vue. Alors, je te montre juste là aussi comment c'est fichu. Le monde des deniers est représenté par le monde des lapins ou des lièvres. Le monde des épées, ce sont... Attends, je vais faire ça comme ça. Ce sont des corbeaux. Les arcanes majeurs, c'est un peu de tout. Le monde des coupes sont des petits écureuils émotifs. T'as vu le chariot, c'est une pie avec un escargot sur la tête. L'escargot, il peut aller vite finalement. Et les bâtons, c'est le monde des renards roux. Ça correspond assez bien, je trouve. Mais tu vois, enfin je sais pas si tu te rends compte au fur et à mesure que je te montre les cartes, je te montre un peu plus les arcanes majeures là. Le fou, j'adore ce fan qui part avec un petit baluchon et un bâton. Je trouve que les animaux sont bien choisis par rapport aux suites. Mais je trouve pas, tu vois, que c'est accessible d'emblée. Le 8 de bâton, par exemple, reprend la roue qui est dessinée dans le tarot de Thoth. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de tarots. D'habitude, c'est plutôt, tu vois, les tarots lancés... les bâtons lancés qu'on trouve dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire quand je dis que c'est pas forcément lisible tout de suite. Le pendu n'est pas pendu, il est agrippé et il est sous la pluie, pour rappeler l'élément eau. C'est l'as de bâton, le 10 de bâton, lui il a le droit de se reposer, tu vois. Il est épuisé, mais il se repose, ce qui n'est pas le cas d'habitude les 10 de bâton. Reine d'épée. Par contre, lui, le roi de bâton, je l'aime bien dans ce jeu-là, avec le symbole de la salamandre qui se mord la queue, qui est repris derrière. Dans les chevaliers, la queue n'est pas mordue par la salamandre. La reine de coupe. Les personnages ont toujours un cœur quelque part. Le corbeau, il l'a sur son dos. C'est sur le dos, sur la poitrine. La grande prêtresse, elle est magnifique en buse. L'étoile, j'avoue que je ne suis pas spécialement fan. 5 de denier. 3 d'épée. Le pape aussi, je l'aime bien. Il y a plus de naïveté chez ce pape, je trouve, avec ce hibou un peu hagard comme ça. Pour celles qui sont fans de la reine de bâton, elle est merveilleuse. Voilà pour ce jeu. Donc, ce que je voulais te dire aussi à propos de Kickstarter, c'est que durant cette année, j'ai commandé beaucoup moins de jeux sur Kickstarter que ce que j'avais pu faire auparavant. J'ai aussi eu des déconvenues avec les éditions Lo Scarabeo quand ils lancent des projets sur Kickstarter. Tout simplement parce que, alors j'en ai commandé 2, il y en a un que je n'ai jamais reçu parce que je n'ai pas payé les frais de port. Et le deuxième qui est Sephiroth, c'est en fait un jeu de société basé sur des cartes de tarot fait exprès. Et il y a une planche qui représente l'arbre de vie de la Kabbale. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir ces jeux-là. En fait, ce qui se passe avec les éditions Lo Scarabeo, mais justement, il faut bien lire les conditions en fait sur Kickstarter parce que c'est pas toujours comme ça, c'est que tu payes d'entrée de jeu le projet du tarot, sachant que
à chaque fois, ça dépend si le projet va jusqu'au bout ou pas, mais ça, c'est un risque que j'assume complètement. Jusque-là, tous les projets vont jusqu'au bout. En général, c'est des trucs qui ont pas mal de succès quand même. Donc ça, c'était la première chose. Donc il y a une certaine somme à payer et franchement, d'habitude, c'est quand même relativement cher. Et ensuite, peu de temps avant l'envoi, ils envoient un rappel des frais d'envoi. Sachant que, honnêtement, je ne sais même pas où est-ce qu'ils impriment. Le Scarabeo, c'est italien, mais ils font passer ça par les US, je crois. Bref. Et les frais de port sont franchement assez indécents. Genre, on me demandait pour le Notoria. J'avais commandé le Notoria, qui est l'inverse. Je ne sais pas si tu connais, c'est deux pendants d'un même jeu. Il y a le Notoria, qui est le côté lumineux, et le Gosha Tarot, qui est plutôt la version démoniaque du jeu. J'avais le Gosha que j'ai donné. Et en fait, il demandait quelque chose comme 35 € de frais de port. Et je me suis dit, et déjà le Gosha m'avait pas forcément beaucoup plu. J'avais eu l'habitude de l'employer, puis j'avais laissé tomber. Donc j'ai laissé tomber. J'ai dit non, bah écoute, tant mieux. Ils ont pris l'argent pour faire leur projet, tant mieux pour eux. Mais j'ai pas envie d'allonger en plus 35 € pour un jeu que tout compte fait, je ne vais pas utiliser. Et là, même problème avec le Sephiroth, où il te demande en plus d'envoyer l'argent. En plus, il faut envoyer l'argent, tu vois, c'est pas directement prélevé sur Kickstarter, donc il y a une manip à faire en plus, où il me demande, je crois, 27 € pour envoyer la boîte du jeu Sephiroth. Ça me gonfle. Honnêtement, c'est plus la démarche qui me gonfle en fait, parce que mine de rien, sur les autres projets sur Kickstarter, l'envoi par pays est déjà inclus dans le tarif, qui est peut-être un tarif plus élevé du coup, mais en fait, je trouve ça limite plus honnête, tu vois, de tout payer d'un coup. Et puis voilà, et puis après, basta, et tu m'envoies le jeu une fois qu'il est édité. Donc, je ne commanderai plus de jeux édités chez Lo Scarabeo, qui est par ailleurs une maison d'édition de tarot que j'aime beaucoup, mais je ne vais plus passer par eux sur Kickstarter. Sinon, dernièrement, j'ai deux nouveaux jeux que j'ai commandés sur Kickstarter, qui sont éphémères tarot, qui est par les mêmes créateurs que le True Black Tarot. J'accroche à fond la caisse avec le True Black Tarot. Et c'est quelque part une version blanche du True Black Tarot. Alors on a même la même chose, ces personnages toujours très 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 beaux, très très stylisés. Donc franchement, je suis très 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 fan des illustrations de ce jeu, donc j'attends de l'avoir. Bien sûr, ça va mettre entre 6 mois et 1 an, hein, donc vous attendez pas à ce que je vous fasse une présentation sous peu. Et l'autre tarot, c'est le Tarot of the Everlasting Day. Marcus Katz, qui est un grand tarologue, a participé à la création de ce jeu, enfin il est co-créateur de ce jeu, et franchement je suis archi fan des illustrations. Les deux jeux que je te présente ensuite viennent de la boutique du Roi de Coupe. Il s'agit du Nameless One qui m'a été offert en cadeau par Nico, donc du Roi de Coupe, parce que je l'avais invité sur l'expérience tarot, et Somnia Tarot, je l'ai commandé directement sur sa boutique. Je veux te dire au sujet du Roi de Coupe que j'ai une interview qui est prévue, mais je ne sais pas si à l'heure où tu regardes la vidéo est déjà, enfin l'interview a déjà été réalisée ou pas encore réalisée. Bref, l'interview se fait en direct sur Instagram et ensuite elle va être rediffusée tout simplement ici sur YouTube. Donc je pense que tu la verras passer sur YouTube. Et puis voilà. Je commence par le Nameless One. Franchement, alors il est possible de l'acheter avec un grimoire d'explication. Je n'ai pas pris de grimoire, j'en avais pas spécialement envie. Et je te montre juste parce qu'il se décompose en une partie. Déjà la boîte vaut son pesant de cacahuètes. Il y a une partie oracle et une partie tarot. Donc ça c'est la partie tarot, je te la montre après. Il y a un big bouquin. Hop, certificat d'authenticité parce que je l'avais de Xia Hunt, parce que je l'avais commandé aussi au moment où il est sorti. Et en fait, Xia Hunt, c'est la même personne qui a fait le Children of Litha. Tu sais, le Children of Litha que je t'ai déjà présenté, et tu pourras le voir assez souvent hein, sur cette chaîne. Je m'en sers assez souvent hein, pour des tirages collectifs notamment. Bref, je ne suis pas là pour te présenter le Children of Litha. Donc, le Nameless One, il y a des cartes d'oracle avec, dont je ne me sers pas. Et en fait, qui ressemblent énormément aux cartes de tarot. Tu vois, ça c'est les cartes d'oracle. Ok. Tu vois, à chaque fois, il y a un sigil. C'est basé sur des sigils. Et avec un symbole, soit effectivement un crâne d'animal, mais c'est pas toujours le cas. Hein, ça peut être tout à fait différent. Et ça, c'est les cartes de tarot. Alors, c'est moins axé crâne, hein, tu me diras. Mais du coup, je trouvais que ça ressemblait énormément. J'avais du mal à les distinguer les unes des autres. Et je ne me sers pas des cartes d'oracle. Donc, elles restent au fond de ma boîte. Elles sont plus propres, du coup, que les cartes de tarot. Le tarot lui-même. Le plus gros... Alors,
tarot, comme je pense que tu peux le voir, je ne vais pas le conseiller à des débutants. Qu'est-ce que c'est que ces cartes à l'envers? D'habitude, je ne mets pas de cartes à l'envers dans mes jeux. Et en fait, honnêtement, c'était une galère à lire pour moi au début, surtout au niveau des personnages de la cour qui se ressemblent un peu tous. Et du coup, j'ai simplement au feutre noir, un peu brillant, marqué les cartes. Là, tu vois, il y a marqué 6 avec l'élément eau. Donc, c'est un 6 de coupe. Donc, je vais te les passer. Mais de toute façon, en fait, les éléments se remarquent parce qu'on a à chaque fois la référence élémentale. C'était plus pour les arcanes majeures que je galérais. Ou même pour les... Tu vois, là, tu pouvais voir que c'est OK, c'est l'eau. Donc, on est dans les coupes. Et il y a 6 coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, pour une lecture très immédiate et très intuitive, j'avais besoin de savoir tout de suite dans quelle carte je me trouvais sans avoir besoin de compter tous les petits éléments qui peuvent être plus ou moins cachés en plus. Donc j'ai préféré me faire moi-même une petite référence inscrite. Donc voilà le 6 de coupe, voilà le 3 de coupe, voilà l'as, tu vois, d'épée. Ça, c'est l'as de denier. Donc voilà, ça c'est pour te montrer comment c'est un petit peu réparti. Je te montre un petit peu plus les cartes. Ça, c'est 2 d'épée. Et ici, ça, c'est par exemple la reine d'air. La reine d'épée. On va pouvoir remarquer qu'il y a certains symboles astrologiques qui vont pouvoir nous guider également. Ici, on a très clairement la marque du Verseau, par exemple, dans le sigil. Ah oui, ce que je dois te dire, je t'ai pas dit. Si tu te réfères au livret, en fait, ça peut servir de sigil, vraiment reproduire le dessin pour ancrer l'intention qui va avec la carte et avoir l'espèce de petite affirmation qu'il y a avec le sigil. Je te donne celui pour la reine d'épée. Queen of Blades. I know myself, I freely share my uniqueness with the world. Je me connais moi-même et je partage librement mon unicité avec le monde. Oui, c'est en anglais. Ça aussi, c'est que en anglais à ma connaissance. Celui-là aussi n'est que en anglais à ma connaissance, mais il n'y a pas de livret pour The New Immortals, donc ça ne change pas grand-chose. Mais ici, où effectivement il y a pas mal de littérature, tu vois, il y a des livres avec, c'est en anglais. Le chariot, ça c'est une de mes cartes préférées, qui est le 9 de bâton. Comme protection, tu fais quand même pas mieux que la maison de Baba Yaga avec ses crânes autour, quand même. J'aime beaucoup l'ermite. Ça, c'est un 5 de bâton. La force. Et c'est en fait, c'est le lion qui vient demander de l'aide au petit rat squelette. J'adore aussi ce 9 d'épée qui est vraiment une vision du cauchemar à l'état pur, tu vois. Le 9 de coupe, c'est vraiment, franchement, on est pépère, quoi. C'est vraiment, tout va bien. Ça, c'est le monde. En fait, avec le grand Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Alors, ce que je voulais te dire aussi sur ce jeu qui est particulier, c'est que les pages ne sont pas des pages, ce sont des jokers, jostlers. J'aime bien cette idée que, en fait, il y a cet esprit de fraîcheur qu'on a dans l'intégralité des pages de toute façon, mais ici, il y a en plus un facteur taquin, un facteur expérimental, un côté de curiosité, un côté aussi, je vais faire des farces, un côté, tout ça, c'est pas sérieux. Donc, je trouve que ça amène une perspective de plus. Je trouve que le jostler a quelque chose de dérangeant, d'amusant, de farceur, et ensuite, on a quelque chose de plus... en fait, les chevaliers dans ce jeu-là sont pas des chevaliers, c'est soit des princes, soit des princesses, selon les suites. Donc on a là l'énergie peut-être plus de fraîcheur et de candeur. Ici, plus l'énergie de taquinerie et de tout ceci n'est qu'un jeu. Et ensuite, on a les reines et les rois qui sont dans les archétypes plus réguliers, normaux, on va dire. Mais j'aime beaucoup cette idée du jostler intégré au jeu. Tu vois ici, je sais pas en fait, c'est donc... c'est prince ou princesse d'air. Honnêtement, je ne sais plus s'il s'agit plutôt de l'archétype en féminin ou en masculin. C'est pas les deux, c'est pas épée et bâton masculin et denier et coupe égale féminin. C'est un petit peu plus alambiqué que ça. Comme tu vois, c'est assez presque sorcier comme jeu. J'aime bien. C'est un côté très méditatif aussi, je trouve. Et très noir, tu vois, c'est tout dans le noir, dans le sens on a éteint la lumière, ça se passe tout le temps la nuit. J'aime bien cette idée-là aussi de cérémoniel, de tracer les sigils pendant la nuit. Et c'était la dernière avec ce phénix.
Deuxième jeu issu de la boutique du Roi de Coupe qui est le Somnia Tarot, qui est un tarot qui fait pas mal débat parce que ça repose pas mal sur des photos. Il y a une grosse mise en scène, un gros travail plastique avant, puis un travail de photographie de Nicolas Bruno pour des images qui honnêtement ressemblent à celles d'un film d'horreur. Niveau du livret, c'est pas, voilà, t'as juste une liste de mots-clés, une mini explication sur en quoi ça consiste. C'est pas, tu l'achètes pas pour le livret. Si tu n'es pas anglophone, c'est pas très grave. Hein. Pour le livret, tu vas pas y découvrir des mystères et des trésors cachés. Donc, ce jeu est par certains adoré parce qu'effectivement, il va directement parler aux côtés de nous, alors peut-être un peu glauque, et peut-être le côté de nous qui a besoin de se confronter à quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Mais et il y a des personnes à qui, mais enfin voilà, c'est vraiment juste pourquoi est-ce que j'irais me plonger dans un film d'horreur alors soit alors que j'essaye de lire l'avenir ou alors que j'essaye d'être en introspection sur moi-même, tu vois, pour les deux gros emplois du tarot. Donc je comprends que c'est un jeu qui ne convienne pas. Après, il faut savoir que ce jeu a visiblement été conçu pour quelque part exorciser les propres peurs du concepteur du jeu pour faire face à son propre sentiment de paralysie, d'être figé par la peur. Donc je pense qu'il avait besoin de mettre en scène ça, et je trouve qu'on est bien face à ça. On est face à des visions un peu cauchemardesques, pas pour toutes les cartes, hein, tu verras, et des visions un peu, tu vois, d'être tétanisé face à une certaine vision, d'être figé parce qu'on n'ose plus bouger. Et du coup, je trouve que en fait, quand il y a certains traumatismes ou certaines peurs, ou enfin voilà, des choses comme ça, qui sont mises en scène, ça fait rejaillir un petit peu la même chose chez nous, mais de façon beaucoup plus acceptée, parce qu'il y a un décalage qui est lié à l'image, il y a un décalage qui est lié au temps, parce que le moment où on se tire le tarot est en général pas le moment où on est aux prises avec quelque chose qui nous fait terriblement peur. Donc, ça permet une mise à distance des peurs et des traumas que je trouve très intéressante. Après, j'ai fait plusieurs tirages avec ce jeu et à chaque fois, ça a été particulièrement soit révélateur, soit doux, soit dans la compréhension. Je trouve que le côté trash des images rebondit comme en mode mais tout compte fait, en fait, dans ma vie, ça va bien. Tu vois, comme quand on éteint la télé après un vrai film d'horreur, en mode en fait, je suis rien que dans mon salon. À l'inverse de certains jeux très chouchounants, attends, je te montre. Tarot of the Magical Forest est le jeu le plus chouchou que j'ai, d'accord? Il est chouchou. Mais en fait, à l'inverse justement de celui-là, ça peut être exactement l'inverse. Il prend par surprise parce que t'es en mode, tu te fais ton tirage et tu t'attends à voir des images de petits animaux mignons. Et d'ailleurs, tu vois des images de petits animaux mignons. Mais en fait, justement, ça vient t'ouvrir le cœur et te cueillir là où tu ne pensais pas du tout être cueilli. Et du coup, j'ai pu avoir des révélations ou des lectures assez trash avec ce tarot par ailleurs extrêmement chouchou que je n'ai pas avec celui-ci. Si tu connais les tirages que je fais régulièrement, qui sont ceux, tu sais, 3 cartes gratitude, 3 cartes de vision, j'emploie ces temps-ci beaucoup ce tarot pour ça, et franchement, ça dépote, quoi. Donc, je te montre. Il n'y a pas une grande... Tu vois, les suites ne sont pas hyper marquées. Je sais que les personnages cagoulés peuvent faire horreur à certaines personnes. Ça me faisait horreur aussi au début. C'était ce que je trouvais le plus glauque. Les personnages sont cagoulés, cagoule fermée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Mais il y en a d'autres qui sont plus joyeuses. Tu vois, les as, en général, sont vraiment plus... on sort de terre avec le truc, tu vois. Il y en a qui sont... Tu vois, c'est pas glauque. Enfin, je ne trouve pas ça glauque. Cette roue de fortune en horloge ancienne qui flambe, je trouve ça tellement bien vu. Ça aussi, le 6 d'épée, c'est du genre j'ai enterré tout le monde et je peux me barrer tranquille, tu vois. Le monde, pour le coup, le monde est glauque. Hein. C'est pas forcément un aboutissement. Je rêve pas forcément d'aller vers cet aboutissement-là. Le 6 de coupe représente l'entraide, peut-être le jeu aussi. Et le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment une carte de survivant. Hein. Ok, ça a été dur de traverser la flotte là, mais on est toujours là. Le 8 de bâton. Le jugement. Genre, je vais monter au ciel tranquillou bilou, quoi. Et que c'est pas du tout tranquillou bilou. Tu vois, les as, je les aime bien en général, c'est vraiment la montée en puissance de l'élément. La grande prêtresse, avec sa pomme grenade et son livre. Et les 2 piliers, noir et blanc. L'impératrice, elle coupe.
L'étoile, elle arrive à voir de l'autre côté de la colline. Le diable et ses liens. La force, elle ouvre un énorme piège à loup. Enfin, à loup. À ours, à démon, à dragon. Le roi de coupe, c'était une des cartes avec lesquelles j'avais du mal au début parce qu'on dirait vraiment un pendu. J'ai tiré le page de coupe, le page pardon d'épée hier et pour moi c'était vraiment une carte de visionnaire. As d'épée. J'aimais aussi ce jeu parce que c'est la première fois que j'ai un jeu vraiment qui est à base de photographies qui ne sont pas du tout des collages ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste des photos. Elle est belle celle-là. On est baigné par l'émotion. Coucou. La reine de coupe, elle arrose des plantes. Alors les personnages de bâton sont particuliers parce que oui, ils sont cagoulés, mais ils portent devant leur nez en fait un espèce de petit chandelier à une bougie. Je t'en montrerai une autre, attends. Tu vois? Ça c'est le chevalier de bâton et il a devant son visage un mini chandelier. Le 10 de denier, c'est une belle carte aussi. C'est une carte exceptionnellement verte dans ce milieu très gris sinon. Le 4 d'épée, j'aime bien, mais t'es obligé de rester cloué au lit, quoi. La justice, elle me trouble dans cette image-là, parce on voit qu'elle lutte pour rester droite et qu'elle est quand même déséquilibrée. Tu vois, c'est vraiment la difficulté d'être dans la justice et l'équilibre. Le 2 de denier, qui est en général justement aussi une recherche d'équilibre entre plusieurs champs de vie ou entre des difficultés d'agenda, par exemple. Là, c'est vraiment représenté, cette difficulté à rester dans la stabilité, à jongler. Et on termine avec la lune. Ensuite, les jeux que j'ai eus via l'expérience tarot. Alors, avant tout, donc le hermétique tarot, le tarot du bien-être. Le hermétique tarot m'a été donné par Maëlle. Donc, le hermétique tarot, je l'avais il y a longtemps. C'est un des jeux qui a rejoint assez tôt ma bibliothèque parce que c'est une référence justement pour ce qui est... c'est un tarot qui nous descend en droite ligne de toute la tradition Golden Dawn, qui reprend les principes hermétiques, qui reprend les principes astrologiques, qui reprend les principes aussi de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc c'est un petit peu un tout en un pour ceux qui étudient tous les principes de la Golden Dawn. La Golden Dawn, je rappelle, c'est... l'ordre ésotérique duquel sont issus à la fois Pamela Coleman Smith, Arthur Edward Waite qui ont créé le tarot de Rider-Waite-Smith et également Aleister Crowley qui a créé le tarot de Thoth. Donc voilà, bon, il n'y a pas... Le livret reste un mini petit livret. Attends, je regarde s'il y a marqué en français, je ne sais pas. Non, c'est que en anglais. Bref, donc il était très intéressant au niveau études et au niveau historique et au niveau tout ce que tu veux. Mais alors, je n'arrivais pas à l'employer parce que, mais qu'est-ce que je trouvais les dessins moches, mais moches, moches, moches. Tu vois, les proportions ne sont pas respectées. Alors ok, tous les symboles sont là, sont bons. Mais honnêtement, on dirait ma petite sœur de 12 ans qui a dessiné. Regarde-moi, c'est nichon quoi, enfin c'est pas possible. Donc voilà, je trouvais les dessins mais tellement hyper moches, moi qui prends tellement soin du côté, qui regarde tellement le côté artistique des images. Et du coup, j'avais demandé à l'époque si ça intéressait Sylvie de Papote et Lunaison, autrefois Papote et Lunaison, maintenant le compte s'appelle Tarot Notes. Et elle avait dit oui parce que le jeu l'intéressait et je comprends que ce soit un jeu très intéressant. Et du coup, je lui avais donné mon jeu. Et puis entre-temps, je m'étais beaucoup plus intéressée à tout ce qui était monde ésotérique, tout ce qui était monde magique, tout ce qui était histoire Golden Dawn, histoire de la Kabbale, etc. Et j'ai regretté de ne plus avoir ce jeu et je comptais le racheter. Et c'est à ce moment-là que Maëlle est intervenue dans l'expérience tarot et m'a proposé tout simplement son jeu à elle. Et j'ai pris son jeu à elle. Et je suis bien contente de retrouver ce jeu, qui est, ma foi, toujours aussi moche, mais qui me sert vraiment dans mon étude, qui est une bonne base de référence, qui synthétise bien les traditions desquelles est né le tarot récent, j'entends pas le tarot type tarot de Marseille, dans les traditions magiques plus récentes. Et voilà pour ce tarot. Je vais peut-être pas te montrer toutes les cartes, parce que c'est vraiment plus un jeu qui s'étudie plutôt qu'un jeu qui se regarde pour son aspect esthétique. Mais ceci dit, si tu as besoin vraiment d'étudier le tarot, de pousser ton étude, tu vois, des liens entre les lettres hébraïques et le tarot par exemple, ou entre l'astrologie et le tarot et tout ce qui est le monde symbolique autour du tarot et de la magie, c'est un jeu que je peux te conseiller. Et c'est un jeu que je déconseille, là aussi, pour les débutants.
le tarot du bien-être. J'ai honte parce que je ne me souviens plus le nom de la personne à qui je l'ai acheté. Et je crois que c'est Vanessa. Vanessa, tu me dis? Donc, tarot du bien-être, Claire Goodchild. J'avais envie de ce tarot depuis longtemps parce que je le voyais, j'envoyais des illustrations en ligne. Moi, j'ai du coup la version traduite en français. Et j'aimais bien ce côté médicinal, médicinal et étude de l'anatomie. Le truc qui ne me plaît fondamentalement pas dans ce tarot, c'est justement la traduction française. Franchement, tarot du bien-être, quoi. Tu trouves, toi, que ça fait tarot du bien-être? Je trouve, tu vois, il a un petit côté morbide, il a un côté empoisonné, il a un côté glauque, en même temps, il a un côté herboristerie, floral, qui peut être très sympa, et puis juste étude, tu vois. Mais je trouve justement qu'il a ce côté étude qui implique une certaine froideur. Du coup, honnêtement, traduction française, c'est juste ça, c'est pourri. Le vrai nom anglais, c'est Antique Anatomy Tarot, ce qui est beaucoup plus adéquat selon moi, parce qu'effectivement, on a des dessins de l'anatomie, c'est relativement antique aussi. Je trouve ça beaucoup, beaucoup mieux vu. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont traduit ça par tarot du bien-être. C'est tartignol, hein, franchement, c'est tartignol. Donc, je te montre les cartes au fur et à mesure. Je m'étais renseignée pour pouvoir échanger ce jeu en français avec sa version anglaise. Et ça m'a été proposé parce qu'il y avait des personnes qui avaient la version anglaise et qui étaient prêts à me l'échanger contre la version française. Et j'ai dit non, tout simplement parce que le coffret, la version française, c'est ça. C'est ce livret. C'est une belle qualité de cartes et de package, on va dire. Tandis que le jeu, en anglais, c'est ce type de coffret, tu vois. Ok, il y a Antique Anatomy, mais c'est ça la boîte. Et mais j'aime pas ce genre de boîte, moi. C'est pas transportable, tu vois, ça se déchire partout au bout d'un moment si t'as un petit peu employé ton tarot. Et du coup, je préfère avoir une vraie belle boîte, quitte à, si je dois emporter le tarot quelque temps, le transporter dans un pochon. Mais je suis vraiment pas fan des petites boîtes et du coup, j'ai préféré garder la version française uniquement pour la boîte. Il y a beaucoup de squelettes d'enfants qui sont représentés aussi, donc si tu es gêné par l'idée de mort enfantine, vraiment très prématurée, c'est pas un jeu que je te conseille. Donc trigger warning. Trigger warning en général sur le jeu, hein. Je veux dire, je trouve pas que c'est un jeu détendu, même si j'ai pu l'utiliser de façon extrêmement méditative, extrêmement détendue justement. Je trouve qu'il y a un côté effectivement très froid et d'étude du style je regarde la situation pour ce qu'elle est et je peux voir sa beauté, la beauté de la vie, tu vois, la beauté de ce qui m'arrive malgré les situations compliquées, malgré ce qui peut arriver vraiment de moche des fois, tout comme on peut, tu vois, observer l'anatomie d'une personne, ses entrailles et son squelette, avec son côté morbide et aussi avec ce côté beau et parfait qu'il y a dans ce dessin humain. Donc voilà ce que je pense de ce jeu et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément ce jeu. La papesse aussi, c'est un crâne d'enfant, tu vois, avec toutes les dents de lait qui sont encore en train, enfin, qui attendent de germer. Ce n'est pas forcément un jeu que je conseille non plus à des débutants, dans la mesure où c'est un peu tarabiscoté, tu vois, pour lire les cartes et pour laisser vraiment aller son intuition. C'est pas accessible au premier abord si on n'a pas l'habitude de manipuler le tarot. Dernière catégorie de jeux que je te présente, c'est tout simplement les jeux que j'ai achetés de façon complètement volontaire. Je suis allée sur une boutique en ligne ou sur Amazon même et j'ai acheté le jeu. Donc il s'agit du True Black Tarot, il s'agit de Art and Hands Tarot et du Mysticious Tarot. On commence par le True Black. Ah, que j'ai tellement attendu, qui est tellement merveilleux aussi. J'adore ce jeu. J'adore. Alors, petite carte juste de présentation. Un livret qui est, ma foi, très très bien foutu. Dans le livret, ce que j'aime beaucoup, tu as dû le constater, je ne suis pas une grande fan des livrets, je passe pas du temps forcément à les lire. Mais dans ce cas-là, même si je n'ai pas tout lu, on a à chaque fois une perspective globale de la carte, c'est-à-dire en gros ce que ça veut dire, mais on a aussi le pourquoi l'artiste l'a représenté de cette façon. Et je trouve que ça manque dans pas mal de jeux de tarot d'avoir la perspective de l'artiste sur sa carte. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les artistes dessinent une carte de telle et telle façon. Ici, c'est expliqué et même très bien expliqué. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Donc,
Le créateur de ce jeu s'appelle Arthur Wang et le jeu est toujours édité en quantité très limitée à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition. Et du coup, j'avais loupé alors j'avais déjà loupé une ou deux éditions. Ensuite, quand je m'étais décidée à le commander, l'édition était passée et le jeu ne m'avait pas été envoyé. Il y avait eu un souci au niveau de l'envoi et il m'avait remboursé ma somme par la suite. Et en fait, ensuite, à la deuxième tentative, plusieurs mois après, j'ai enfin pu commander le jeu et le recevoir pour de vrai. Donc tu vois, c'est le jeu, je pense, que j'ai le plus lutté pour avoir. Et une fois que je l'ai eu dans les mains, oh my god, c'était tout à fait à la hauteur de mes espérances. J'adore particulièrement ce jeu. Alors, il est très noir, on dirait aussi de la gomme. Franchement, il est super chaud à mélanger, tu vois. Si j'essaye de l'étaler, je pense que c'est juste pas possible. Voilà, tu vois. Alors si je le pousse, faut le pousser. Mais tu vois, c'est pas un jeu très facile à manipuler. Ou pareil, moi, ce que j'aime bien faire dans les jeux, c'est, tu vois, de dire « Alors maintenant, je vais te montrer le 5 de bâton ». Et alors, j'essaye de chercher le 5 de bâton et je galère pendant 107 ans. Donc, c'est pas un jeu qui est facile à manipuler. Mais le point que j'adore dans ce jeu, ce sont les illustrations, forcément. On dirait que tout est sous l'eau. Tu vois, on dirait toujours qu'il y a un rayon du soleil qui a transpercé des vagues et que tout se trouve sous l'eau. Les personnages, pour la plupart, sont en train de flotter. Je n'arrive pas à séparer les cartes. Tu vois, la plupart des personnages flottent un peu au-dessus, comme si effectivement ils étaient plongés sous l'eau. Les cheveux volent, les vêtements volent. Les personnages sont magnifiques. C'est tous des beaux gosses de luxe, quoi, ou des belles gosses de luxe. C'est un défilé de chez Chanel, le machin. Et les dessins en général sont d'une grande finesse, ce que j'apprécie, comme tu le sais. Donc, faut aimer le côté, effectivement, noir, parce que c'est un jeu qui est noir. Après, c'est pas un jeu qui est négatif dans son ensemble. Les cartes peuvent être lumineuses malgré leur noirceur. Tu vois, cet as de coupe, pour moi, il est pas négatif du tout. La plupart des cartes ne sont pas négatives, d'ailleurs. La tour, elle est cassée en deux, avec un œil derrière qui est témoin de ça. Et je sais pas si tu le verras, je prends la carte de la tour parce qu'on le voit bien. Il y a les images qui sont vraiment purement imprimées, tu vois, il y a cette silhouette humaine. Et ensuite, en filigrane, il y a, c'est imprimé en relief en fait. Tu as une brillance avec un petit renard, des grappes. Tu vois, c'est la fable du renard et des raisins qui est représentée là. L'écriture aussi est mise en filigrane. Et en fait, il y a souvent, alors pas sur toutes, pas ici par exemple, mais il y a souvent une double lecture de la carte avec la lecture première du dessin imprimé et la seconde lecture en arrière-plan du dessin en filigrane. J'aimais beaucoup cette perspective aussi. L'impératrice avec des... Tu vois là, en filigrane, tu as des espèces... Alors, on ne sait pas si c'est une formule chimique ou si c'est des rayons de miel. Le diable, le roi de coupe. Là aussi, si t'as pas encore une lecture du tarot fluide, ce sera peut-être pas évident de voir tout de suite et de façon très rapide de quelle carte il s'agit. L'empereur, c'est la seule carte pour moi qui est vraiment déconnante dans ce jeu parce que j'arrive pas à me défaire de l'impression qu'il est aux toilettes. Et ça vient un peu tout gâcher, tu vois, dans son énergie royale et décideuse et poseuse d'ordre. Je m'y fais peu à peu, mais la première fois que j'ai eu le jeu entre les mains, je me suis dit, oh punaise, mais l'empereur, quoi, pourquoi ils l'ont dessiné comme ça? Mais voilà, je crois que c'est passé, ça me marque moins maintenant. Je l'ai beaucoup employé, ce jeu. J'adore la grande prêtresse. Mais je crois que ce jeu, tu l'as vu déjà pas mal entre mes mains, si tu suis un peu ma chaîne, et si tu me suis sur Insta. La lune aussi, j'aime beaucoup ce jeu de reflet, tu vois, où on voit les deux perspectives, la perspective de dans l'eau et la perspective de devant la femme. Le 3 de bâton. Et décidé. Il y va. C'est ce poisson-là. Il y a une carte en plus dans ce jeu, que j'ai laissée pour le coup, et qui est une carte en plus dans les arcanes majeures, qui est marquée Anant, et qui est comme la boucle est bouclée, avec ses Ouroboros, ce fœtus qui attend de naître. Ça me fait penser beaucoup à la dernière image du film 2001, l'Odyssée de l'espace. J'aime bien cette carte de renouveau possible. 2 de coupe. J'aime bien aussi ce chevalier de denier. Souvent, le chevalier de denier n'est pas forcément... C'est décrit comme le personnage, tu vois, courageux, qui va de l'avant, mais qui n'est pas forcément le plus armé intellectuellement du monde. Je me sens souvent comme ce chevalier de denier.
Et là, j'aime bien le... Ah, attends, faut que je lise le manuel quand même avant de me lancer dans le truc parce que je sais pas comment il faut faire. Je le trouve très rigolo. Le magicien. Et lui, là, le lion, il est victorieux parce qu'il a réussi à bouffer l'explorateur. 6 de bâton. La roue de fortune, je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui ne l'aiment pas spécialement. Moi, c'était une de mes cartes préférées. Donc, c'est marqué Destiny, hein, c'est pas marqué roue de fortune ou même roue. Mais c'est un personnage qui tricote l'univers, qui est sa tête. Je trouve ça super chouette comme vision. Le pape. Et voilà. Le Mystisches Tarot que j'ai dans sa version originale en allemand. Il existe en anglais, évidemment, c'est Tarot of the Mystical Moments. Et il existe maintenant en français, je crois. Ou alors ça va paraître tout bientôt en français. Je ne sais pas. Mais bref, j'aime bien les jeux en version originale quand la langue est quand même un peu accessible pour moi et l'allemand pour moi ça allait. J'aurais pas fait la même chose si c'était un jeu japonais honnêtement. Donc une petite carte d'explication, un joli livret d'explication qui est uniquement en allemand, donc débrouille-toi, mais très joli. Mais je ne l'ai pas lu. Et en fait le jeu lui-même est une beauté. Il est vraiment super beau. C'est le seul jeu que j'ai à tranche dorée argentée. C'est un jeu à base de collage, un peu comme le Good Tarot. Mais j'aime bien en fait... Alors le Good Tarot, on peut le comparer au Good Tarot. Good Tarot ou Tarot de la bienveillance en français. Tu vois qu'il a commencé à bien vivre là chez moi, les lettres sont effacées. C'est aussi un tarot qui a une énergie assez féminine et qui est à base de collage. C'est un peu plus onirique. Mais le Good Tarot est effectivement très bienveillant. Toutes les images sont positives et douces et il y a vraiment un côté très bienvenue au monde des fées. Tandis que ici, mon Dieu que ça peut être dérangeant. Il y a beaucoup de cartes qui sont grinçantes malgré le côté toujours très joli. Je te montre tout ça. Alors déjà, bon, le 3 d'épée. Regarde le pape qui est pour moi comme Alice qui se fait faire la leçon par un hibou. Le mage, le magicien. J'aime bien aussi cette... Alors, les reines sont représentées une fois, parce que c'est à chaque fois Königin der Kelche, ça c'est la reine de coupe, qui est en fait une pieuvre. Mais les rois sont toujours représentés 2 fois, une fois en version masculine, une fois en version féminine. Il y a vraiment un accent très fort mis sur le féminin dans ce jeu. Ritter der Stäbe. Alors, le roi, enfin l'empereur, pardon, il est aussi représenté 2 fois. Tu vois, qui est le grand manipulateur. Ça, c'est la grande prêtresse, Hohe Priesterin. Ça, c'est la reine d'épée. Elle voit loin. J'adore le chariot. On y va lentement, mais sûrement. Hein. Fünf der Schwerter, c'est le 5 d'épée. Une espèce de trahison. Ça, c'est la roue de fortune. Ça aussi, le 9 d'épée, le fait de se sentir observé, détaillé, poursuivi, hanté. Je trouve qu'elle est très bien représentée. Ça, c'est le 8 d'épée, pour le sentiment d'être emprisonné tout en ayant tout à fait la possibilité de s'enfuir alors qu'on ne voit même pas cette possibilité. Le diable en champignon anamite. Le 5 de denier. Le 2 de coupe, qui est à la fois une belle carte de réciprocité et en même temps c'est un peu tordu quand même. Hein. Ça, c'est le 4 de denier, le fait de tenir à ses possessions, le fait d'être hyper possessif. Hyper sécuritaire. Par contre, ça c'est le 9 de denier qui est vraiment une carte de belle abondance. Roi de coupe. Se faire engloutir par les émotions. Ça c'est l'ermite. Le monde. Le fou, complètement inconscient du danger. Le 5 de coupe. La reine de bâton. Elle fait penser au soleil, hein. Ça c'est l'impératrice qui est enceinte et qui est prête déjà à couronner son propre enfant. Et elle-même est terriblement jeune. Alors pour ces jeux achetés, comme je te l'ai dit, celui-là, il a été poursuivi pendant longtemps par moi. Celui-ci, je le voyais depuis longtemps, il était passé, je l'avais vu aussi et j'avais pu le manipuler à plusieurs reprises dans les retraites, l'expérience tarot, donc j'en avais envie aussi, c'était vraiment un achat vraiment réfléchi. Mais par contre, le dernier jeu que j'ai acheté comme ça et que je te présente, c'est le Heart and Hands Tarot, qui a été un achat purement impulsif. Je l'ai vu, je sais même plus où est-ce que je l'ai vu. Je sais plus si je l'ai vu d'abord sur Instagram, il y a des chances. Je l'ai vu, je me suis dit, oh, il me le faut, je l'ai acheté.
Et c'est très très rare que j'achète les choses de façon très impulsive comme ça. Je suis une acheteuse réfléchie. Je n'ai pas de jeux, d'autres jeux comme ça, très très en noir et blanc, très contrastés. Il y avait le côté, vu que tu vois, je fais des vidéos, ça passe méga bien en vidéo, ça c'est très visible, c'est très lisible. Ensuite, il y avait un côté à la fois très simpliste, et dès que je regardais les cartes, il y avait plein de sous-couches de lecture en dessous de chaque carte. Pour le livret, c'est en anglais, ça donne ça, c'est assez bien expliqué, mais je ne l'ai pas du tout employé. Et je te montre les cartes. Alors, là aussi, c'est un jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que j'avoue que les dessins sont assez stylisés, assez tranchés. C'est un jeu qui peut convenir à des débutants. Celui-ci, éventuellement aussi. Après, effectivement, si l'allemand te pose problème ou si l'anglais te pose problème et que la version française n'est pas parue, ça va effectivement être un petit peu difficile. Mais franchement, pourquoi pas pour des débutants. Même le True Black, hein, pourquoi pas pour des débutants. Donc je te montre, ça c'est un vide de coupe. Il y a un aspect hyper moderne dans certaines cartes. Mis à part les personnages de la cour et les arcanes majeures, là on voit bien que c'est le signe des Gémeaux pour moi. Toutes les autres, c'est vraiment des cartes à base où on va représenter de façon privilégiée des mains. J'aime bien en fait. En fait, je le trouve tellement clair. C'est un des jeux les plus clairs que j'ai, tu vois. Ça dit ce que ça doit dire. Et puis après, si tu veux t'amuser à fouiller ou si tu veux t'amuser à percer un peu les dessins, c'est top. Cette carte du monde, c'est peut-être la carte que j'aime peut-être le moins parce que pour moi, le monde, c'est vraiment une image d'accomplissement. Et je trouve que ce personnage, homme ou femme, a l'air malade et a l'air pas super sain d'esprit. C'est un peu de la folie là. Des fois, c'est même simpliste, tu vois. Mais ça dit bien ce que ça veut dire, là. On est 5 d'épée et 5 d'épée, quoi. Il y a des gagnants, il y a des perdants. T'as dû me voir assez souvent manipuler ce jeu-là. J'ai fait pas mal de tirages publics avec, notamment. J'aime bien l'employer. J'aime bien l'employer notamment avec les autres parce qu'il reste très, très explicable. Ça aussi, le jugement me laisse un peu... j'aime pas trop. Parce que c'est des personnages qui sont bizarres, qui sont beaucoup trop longs, qui ont des têtes de fleurs, qui sont complètement inhumains. Et du coup, j'ai du mal à y voir vraiment quelque chose un éveil positif, tu vois. Éveil négatif, oui, tu te réveilles dans une réalité dans laquelle t'es vraiment plus toi-même, mais elle est un peu glauque pour moi, cette carte. Elle est un peu trop bizarre et, tu vois, même si c'est pas un jeu coloré, je sens les couleurs psychédéliques, là. Ah, le diable, avec tout son érotisme. La princesse d'épée, elle est vraiment en mode ah, moi je suis trop une rebelle, hein. D'abord je suis trop une rebelle. Hein. Et la princesse de denier, elle, c'est pas du tout une rebelle, c'est la hippie du coin qui a décidé d'être rêveuse de commencer un jardin. T'as vu comme le disent de denier, c'est une belle abondance, et l'abondance mise en commun chez tout le monde. Ça me fait bizarre en regardant les cartes là, une par une. Je me rends compte qu'il y a des cartes que j'ai extrêmement souvent tirées pour moi, et d'autres que j'ai quasiment jamais vues. Je suppose que ça vous fait la même chose pour vous dans vos propres jeux. Il y a des cartes que je connais extrêmement bien et d'autres, je suis en mode ah bah elle existe celle-là dans ce jeu-là. Et l'empereur. Je te mets aussi en dessous un lien vers une vidéo des jeux favoris de 2021 où je te fais aussi un point sur les jeux que j'ai préféré donner et les jeux que j'ai préféré garder pour moi. Donc comme ça, tu auras plus d'informations sur les jeux que j'aime pas, que je possède, et puis ça te permettra de voir un petit peu plus les jeux que je possède. Et ensuite, justement, parce qu'il y a une expérience tarot qui approche, est-ce qu'il y a encore des jeux que je pense éventuellement à donner? La réponse est oui, mais je ne sais pas encore. Il y a déjà le Hush Tarot, tout simplement parce que ça fait un long moment que je n'ai pas tiré avec. Mais j'ai du mal à m'en séparer parce que je suis particulièrement fan des illustrations. Ce qui marche moyennement aussi avec ce jeu, c'est que honnêtement, les illustrations sont assez lointaines par rapport au sens traditionnel des cartes. J'aime ce côté oiseau, j'aime la finesse des illustrations. Je suis vraiment très fan des beaux travaux artistiques en fait. Du coup, je ne sais pas, c'est encore une réflexion. En fait, la réflexion que j'ai, c'est à chaque fois, est-ce que ce tarot serait mieux chez quelqu'un d'autre, mieux servi par quelqu'un d'autre? Donc c'est encore en réflexion. L'autre jeu pour lequel je me pose la question, c'est aussi un tarot que j'utilise très peu.
c'est le tarot initiatique de Arnaud Malherbe, qui m'a été offert d'ailleurs par Arnaud Malherbe. J'aime bien Arnaud Malherbe, qui est à l'origine un graphiste, mais tu vois, enfin, j'adore. En fait, le truc, c'est que c'est un tarot de Marseille, tu vois. Alors, j'adore les personnages de la cour, j'adore les arcanes majeurs, mais les arcanes majeurs mineurs, c'est vraiment des arcanes mineurs du Marseille, tu vois. Donc, c'est très, très, très dépouillé et c'est inutilisable pour moi. Je t'en montre une autre. Ça c'est les coupes, tu vois. Du coup, c'est très difficilement exploitable pour moi et je ne m'en sers pas pour tirer le tarot, genre jamais. Ça, c'est la reine d'épée, elle est trop belle. Ça, c'est l'impératrice, elle est trop belle aussi. Donc voilà, tu vois que j'adore l'énergie de ce jeu, j'adore les illustrations qui sont vraiment en décalage. Mais ceci dit, c'est pas un tarot que j'utilise. Et j'hésite seulement parce que c'est le seul autre Marseille que je possède qui ne soit pas juste le Marseille hyper classique, tu vois, et c'est le seul Marseille déviant que j'ai. Donc j'hésite encore. Troisième jeu pour lequel j'hésite, c'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville, que j'ai adoré. Je l'ai beaucoup employé à une certaine époque. En plus, les cartes, elles sont toutes deux, sont directes, elles sont faites en gomme. Et en fait, ce ne sont que des tableaux anciens avec des... À chaque fois, c'est des représentations de femmes. Alors, il y a beaucoup de trucs 18e, 19e, tout début du 20e. Voilà, c'est très belle époque. Bref, j'aime beaucoup, mais c'est un oracle. Et du coup, là, ça fait longtemps que je m'en suis plus servie. Et la question est la même. J'adore ce type de peinture aussi. Mais est-ce que ce jeu ne serait pas mieux servi chez quelqu'un d'autre que chez moi ? Ce que je remarque avec les années, c'est que j'ai quand même un goût de plus en plus affirmé et affiné pour les jeux que je choisis. Et j'ai beaucoup moins d'hésitation à donner. Tu vois, je suis de plus en plus claire sur les jeux que je veux continuer à utiliser de façon régulière et les jeux avec lesquels je sens bien que, tu vois, j'ai fait la route et que j'ai plus forcément envie de les utiliser. Et c'est vraiment une joie pour moi de voir mes jeux partir et être vraiment utilisés et exploités ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire en commentaire les jeux que toi, mais tu me vois présenter, mais franchement, tu peux pas les blairer, tu vois, ou les jeux, au contraire, avec lesquels tu as un énorme coup de cœur. Dis-moi ça, parce que j'aime toujours, tu vois, un peu échanger à ce niveau-là, c'est avec un grand plaisir. Et puis pour le reste, si tu as encore des questions, soit plus ou moins perso, soit vraiment générales, assez théoriques sur le tarot, je t'ai mis la boîte à questions en dessous. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour, d'avoir tes questions, de pouvoir enrichir les vidéos que je mets ici sur YouTube, tu vois, dans un peu plus d'interactivité que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Et je te dis à très vite et je t'embrasse bien fort et le tarot peut changer ta vie.